Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek in Storia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Eh ben nickel, et toi? Ça va. Pas mal de taf, mais c'est cool. On se plaint pas. On se retrouve cette semaine pour parler de la saison 3 de The Orville. Épisode partie 1. Voilà, qu'on va faire en deux parties aussi. Étant donné qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette dernière saison de cette série. Tout à fait. Moi, je propose qu'on fasse jusqu'à l'épisode 5. Il y a 10 épisodes. Ouais. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble, surtout que l'épisode 5 est assez charnière, assez important dans l'histoire de The Orville. Donc, et très long aussi, très très long. Donc, il y a un changement de production qui se fait dans cette nouvelle saison de The Orville. Changement qui se veut par le nouveau distributeur qui est Ulule. Ok, c'est à cause de ça. Ouais. C'est à cause de ça. Okay. Voilà, où ils ont eu plus de budget et ils ont eu plus de temps pour faire les épisodes. Il y a des épisodes qui durent 1 heure sur cette saison, donc qui sont carrément en format téléfilm et moins sériel. Et bien sûr, il y a le Covid qui est revenu foutre le bordel là-dedans. Bah, c'est marrant parce que moi, je pensais que c'était juste la faute du Covid. Ah ouais. Alors, globalement, quelle est ton impression sur cette saison ? Alors, c'est là que je vais prouver que je sais être objectif. Je sais ne pas m'aveugler, parce que l'objectivité, c'est toujours très 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 relatif. En gros, c'est une saison qui est vraiment en mi-teinte. C'est une saison que je trouve pénible par certains aspects, notamment la longueur des épisodes. Et c'est une saison que je trouve un peu malade, un peu rushée pour... moi, je pensais que c'est vraiment que de la faute du Covid, que en fait, ils en avaient que pour une saison, ils pensaient que ça allait être fini après, et que du coup, on verrouille toutes les intrigues. Et voilà, donc c'est une série... La troisième saison, c'est celle que j'aime la moins. Dans mon ordre de préférence, t'as la 2, la 1, puis la 3. Donc voilà, pour tout un tas de petites raisons, tout un tas de petites raisons, mais ouais, c'est clairement en deçà, malgré des idées de fond très très cool, quoi. Et toi ? Moi, c'est une saison que j'ai trouvée très lente dans sa narration, dans sa façon d'amener les idées, les nouveaux sujets. Et c'est une saison que j'ai trouvée aussi en demi-teinte par rapport, moins éclatante par rapport à la première et à la seconde. La première par rapport à la comédie qu'on retrouve beaucoup moins dans cette saison 3, et à la seconde par rapport à l'action qui est moins présente, alors qu'on nous avait vendu du rêve sur la partie 2 de la saison 2 dont on en avait parlé dans le dernier épisode. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, donc moi j'ai tout un tas de petits griefs, mais voilà, on va les développer au fur et à mesure avec l'épisode, notamment on va commencer avec l'épisode 1 qui moi me pose pas mal de problèmes. Ouais, donc c'est un épisode que toi t'aurais vu peut-être plus tôt dans la saison 2, que t'aurais vu carrément dans la saison 2, parce ouais, que tout à fait. Alors oui, alors je dirais oui. Alors donc petit rappel, nous sommes Trek in Storia, on développe principalement des petits podcasts autour de Star Trek, de l'univers Star Trek et d'autres œuvres de fiction, de science-fiction. On fait de la discussion de geek, on spoil comme des bâtards, on part du principe que vous avez regardé ou que vous vous en fichez simplement d'être spoilé, mais c'est de la pure conversation de petits détails et voilà. Donc si ça vous plaît, et si pas, nous vous invitons à aller voir la série, la saison 3, ou alors regarder les deux autres les émissions de la saison 1, saison 2 épisode partie 1 et saison 2 partie 2, avant de revenir à cet épisode-là. Le problème qu'il y a avec Isaac, c'est qu'effectivement cette thématique, je pense, ça aurait pu être un épisode de fin de la saison 2. Comme ça, on clôturait le chapitre des Kaylen. Ouais. L'un des problèmes fondamentaux, il y a deux problèmes fondamentaux avec cet arc narratif en général, c'est-à-dire que l'épisode va raconter vraiment un arc narratif, donc c'est Isaac qui se sent rejeté par le vaisseau qui le rejette, l'équipage rejette complètement
Isaac le traite de meurtrier, veut pas être avec lui et tout, par rapport à ce qu'il a fait dans la saison 2. Et il décide de se suicider. Enfin, il décide de s'interrompre et on dit que c'est un suicide. Et à la fin, on arrive à le ranimer et ça, la boucle est bouclée, vas-y, c'est terminé. Alors déjà, les deux problèmes, c'est que il faut distiller cette histoire du rejet d'Isaac sur plusieurs épisodes, ce qu'ils n'ont pas fait dans la deuxième partie de la saison 2, où on passe complètement, Isaac passe au dernier plan, c'est tout. Et ce qui fait que quand t'arrives là, c'est « Ah oui, c'est vrai, Isaac, en fait, il vient quoi ?» Et en un épisode, t'as toute cette histoire-là, c'est trop à gérer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la personne, il y a un nouveau personnage, Charlie Burke, qui, elle, représente la traumatisée du conflit et celle qui n'arrive pas à aller au-delà. Et là aussi, c'est un problème. C'est un problème parce qu'à mes yeux, c'est parce qu'en une fois, t'as un personnage qui arrive, t'as pas le temps de générer une émotion, une empathie pour le personnage. Et en fait, elle n'est là que pour remplir sa fonction d'antagoniste, de témoin du massacre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De victime. Voilà, de victime. Et du coup, t'as aucune émotion par rapport à elle. Que par exemple, quand il y a avec le fils de la médecin, là, qui lui fait des cauchemars. Qui lui fait des cauchemars, ouais. Avec la première scène, qui est quand même vraiment grandiose, quoi. Ben, moi, j'ai de l'empathie pour ce gars-là, parce que ça fait 2 saisons qu'on te le développe, ce gamin. Et donc, un personnage que tu ne connais pas, qu'on doit introduire, qui a cette porte, qui a ce devoir de porter cette histoire, c'est très très compliqué. Et donc ça fait que elle passe beaucoup pour un peu une casse-pied, quoi. Même si on a le roux là qui dit moi aussi je suis d'accord avec toi, on n'aurait pas dû le ranimer et compagnie. Ça, pour le coup, c'est très malin d'avoir mis ce gars-là avec ce plan-là, cette définition-là. Tu vois que comment il s'appelle, le roux? Malloy. Malloy. Le fait que Malloy, par exemple, soit du même avis que Charlie, ça bouleverse, puisque Malloy, c'est le rigolo depuis le début de la saison, depuis le début de la série. Et du coup, tu fais merde, Malloy, il peut être quand même trash, quoi. Le gars, il dit ouais, on n'aurait pas dû le rallumer, quoi. On devrait pas lui faire confiance. C'est vrai que Star Trek avait réussi à le faire avec le meilleur des deux mondes, avec l'épisode tout de suite après, où dans l'épisode tout de suite après, tu avais Picard qui essayait de se remettre de ses blessures et de son traumatisme. Tout à fait, après le conflit, là, quand il va en France, dans les vignobles du futur français. Et qui se confronte à sa famille, il se confronte aussi à ses traumatismes, quoi. Au fait qu'il ait détruit autant de gens. J'ai trouvé cet épisode assez maladroit, et assez lourd dans sa réalisation. Et en fait, c'est un peu ce ressenti que j'ai avec toute la saison. C'est assez maladroit et assez lourd. Parce que aussi un truc qui est un vrai problème pour moi, c'est toute la question du suicide d'Isaac. Parce que il est... le problème, c'est qu'il est considéré comme tel parce que le médecin l'a décrété comme tel. Et le scénario le décrète comme tel. Or, comme le dit Malloy dans la saison 2, on ne sait pas. Si ça se trouve, son programme est tellement perfectionné à Isaac qu'on se fait berner. Que c'est nous qui anthropomorphisons sur lui. Oui. Est-ce qu'il a vraiment une pensée consciente? Est-ce qu'il a vraiment une pensée réflexive et tout ça? On n'en sait rien, en fait. Peut-être qu'on se fait avoir parce qu'il est super fort. Et le fait que le médecin décrète d'autorité qu'il s'agit d'un suicide et donc à être considéré comme tel, je trouve ça extrêmement maladroit parce que tout dans l'univers de D'Urville permet de remettre en question cette définition. Basiquement, pour moi, au même titre que la médecin a juste projeté un être sensible dans Isaac, dans la saison 2, au niveau de sa relation avec lui, là, elle ne fait que projeter des choses, mais comme c'est la médecin et la psy du bord, elle a raison, tu vois. Et moi, je trouve ça lourd. Et puis, les questions que ça soulève, est-ce qu'on avait besoin de ces questions-là? Est-ce que D'Urville était armé sur qu'est-ce qu'on fait, la décision qui est prise à la fin, je la trouve
middle, tu vois. Vas-y, on peut le rallumer, on le fait sans lui demander son avis. Enfin, tu vois, il y a tout un truc un peu bourrin, tu vois. Ça, pas très bien écrit. J'apprécie vraiment pas. Et puis donc ce personnage là qui nous a introduit, c'est Charlie Burke, qui est la nouvelle copilote de Malloy, qui a une capacité de visualiser l'espace dans 4 dimensions. Donc elle aide aussi à réanimer finalement Isaac, il me semble. Oui, qui est un peu le truc de fond, hein, est-ce qu'elle va pardonner, parce qu'à la base elle veut pas. Et moi j'aime bien toute cette thématique-là. Par contre, je l'aime bien. Le fait que elles veulent pas le faire. En hommage aux victimes et à la souffrance, et qu'elle décide de garder pour elle la souffrance vive et intacte. Je trouve ça très intéressant comme développement. Mais une fois de plus, c'est l'ensemble de l'épisode que j'ai trouvé lourdingue. Et, surtout quand tu vois ce que ça devient après, parce qu'en fait, on t'explique, vu qu'après on n'en parle plus de ça, vu que c'est des longs épisodes et qu'on peut plus distiller les intrigues par petites aventures, bah en fait en une fois t'apprends que attends, c'était quoi encore, que depuis son suicide tout le monde est gentil avec Isaac et donc maintenant ça va mieux. Ouais, que l'équipage a accepté et pardonné. Voilà, et donc du coup tu te fais magie, waouh, ça a servi à ça, c'est à ça que servait ta thématique extrêmement lourde du suicide. Après, j'aime bien que la force de D'Urville qu'on va retrouver aussi dans l'épisode 5, c'est que c'est pas la question du suicide, c'est la question de ce que les gens font du suicide. C'est-à-dire comment chacun va gérer cette question. Comment chacun va gérer le fait d'avoir perdu quelqu'un qui s'est suicidé. C'est davantage ça que on va aborder le thème du suicide, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai trouvé assez lourd, surtout pour un épisode de début de saison. Et tu finissais avec la saison 2, où t'avais un voyage spatio-temporel un peu pété, tu savais pas trop où ils allaient avec ça. Voilà quoi. Avec un monde, avec un épisode en mode motif, c'est ça, c'est le voilà. Monde miroir. Enfin voilà, c'est chaud quoi. Ouais, bah, mauvais épisode pour introduire un début de saison, effectivement. Mauvais départ, mauvais personnage, et je pense que c'est toutes les conditions de production. Alors le fait que ce soit des épisodes beaucoup plus longs rend la chose compliquée, parce que tu peux pas distiller dans plein de petits épisodes des informations que tu vas développer. Je prends l'exemple de Toppa, qu'on développe depuis le 2e épisode de la saison 1, et son arc, il se distille tout au long des saisons. Donc tu peux pas faire ça. C'est long, et donc quand on a un épisode assez lourd, bah t'as genre je sais pas moi 1 heure de lourdeur quoi. Donc voilà quoi. Et on attaque l'épisode 2 tout de suite. Ouais. Un amiral, un ancien mari de Claire, donc la médecin, établit un accord de passage avec les Krill avec lesquels il est possible maintenant de dialoguer. Et du coup, ils établissent un passage vers une zone de l'espace inexplorée par les humains, mais maudite chez les Krill. Ils y découvrent un vaisseau fantôme qui transforme l'amiral en une nouvelle espèce. Comment t'as trouvé cet épisode? J'aurais voulu qu'il ait été dans la première saison. Ah ouais, oui. En fait, c'est le problème des choix de production qui fait que cet épisode, c'est un chouette épisode en tant que tel. C'est un épisode d'horreur. J'aime que l'esthétique de l'épisode soit, pour moi, c'est un hommage à TOS. C'est-à-dire, tu sais, ces couleurs rouges et vertes, très, très flash pour signaler l'horreur, 13 années 50, 60. C'est un peu un hommage à ça. L'épisode fonctionne bien en soi. Mais tu sors de 1h20 il y a un mec qui s'est suicidé après la menace des Kaylon et des machins. Et là, t'as un nouvel épisode qui est extrêmement long là-dessus. Trop long pour ce qu'il raconte. Alors que t'aurais fait ça dans le format des épisodes d'avant et dans une saison beaucoup plus vaste où on retrouve le Sons of Wonder, ça serait passé. Mais là, dans la sauce, tu te fais waouh, ok. Tu vois. Et l'épisode en lui-même a une conclusion, un dénouement assez qui fait plouf, quoi. Oui, et pareil, mais ça pour moi, c'est ils intègrent un nouvel ennemi. Parce qu'à un moment donné, le mec fait mais c'est pour l'instant, blablabla. Et en fait, moi je me dis ok, ils sont en train de préparer un ennemi pour une potentielle saison 4, et c'est un ennemi que j'aime beaucoup. C'est-à-dire
comment battre un agent infectieux, un agent bactérien. Ouais, ou une espèce qui se développe en colonisant les autres espèces, quoi. C'est ça. Comment tu fais pour lutter contre ça? On peut partir dans des thématiques, tu sais, genre avec toute la paranoïa des scénarios paranoïaques à la style, tu sais, l'époque de l'anthrax, là où on paniquait quand on voyait de la poudre blanche dans les enveloppes. Dans les enveloppes et tout. Moi, ma maman travaillait au ministère de la Santé publique. Il y en a qui paniquaient parce qu'il y avait de la farine sur de la ciabatta. Hein. Ah, d'accord. Donc tu vois, et je trouve que le potentiel est là. Pour moi, ça aurait été peut-être un épisode de saison 2 ou de saison 1, c'est-à-dire quand il y a encore beaucoup de merveilleux et qu'on fait, vous avez vu, ça peut être cool, et il y a aussi de l'horreur. Surtout un épisode qui amorce un truc aussi lourd que le premier passage avec les Krill. Oui. Tu fais, mais frère, enfin c'est de ça que tu me parles. Pour le premier passage en terre Krill, pour moi, il fallait à ce moment-là, si tu voulais faire un épisode lourd en mode comme l'épisode 1 dans ces thématiques, c'était cet épisode-là. Tu mets un premier épisode, on repart à l'aventure. Le deuxième, tu me fais du lourd avec du lourd diplomatique. Hein, genre à un moment donné, merde, on a une panne de vaisseau, on a un problème, on est en dehors du chemin. Donc pour rappel, ils ne peuvent pas dépasser un chemin spécifique tracé par l'Empire Krill. Et en fait, tu peux dire un truc, ouais, mais en fait, il y a un problème, ils dérivent, ils vont à la dérive, et ils se trouvent en dehors du chemin balisé par l'Empire Krill, et donc en fait, ils pètent l'accord dès le premier jour, quoi. Ça, c'est un épisode lourd et lent, et t'as envie de te poser la question de, mais comment ils vont faire? Donc voilà, cet épisode-là, tu te fais, ok, c'est cool, les gars, mais pas avec ce que vous m'avez amené dans la saison 1, pas avec ce que vous m'avez amené, et pas sous ce format-là, c'est trop long, quoi. Et surtout qu'on avait un morceau de l'or de l'univers des Krill. C'est ça. C'est la religion des Krill décrivait cet espace, ce morceau de l'espace comme démoniaque, quoi. C'est ça, et pareil, je trouvais que c'était un peu pédant dans l'écriture, le côté... je trouve ça, les prêtres font toujours ça, ils exagèrent. Je crois que c'est l'amiral à un moment donné, il dit ça. Oui, ils utilisent ça pour se faire mousser la peur de la religion. Tu vois, c'est un peu pédant, type athée. Je ne suis pas croyant, mais on parle d'un univers où les gens s'acceptent tous et font des compromis. Et les croyances ont de l'importance. Et là, tout d'un coup, t'as des mecs qui sont en train de chier à la gueule d'une religion, d'une croyance des gens, d'une religion, avec un peu de mépris. Et je trouve ça à nouveau malvenu. Ce côté, oui, tout peut s'expliquer rationnellement. Et bon, ok, c'est les Krill, mais bon, voilà. Donc, une fois de plus, c'est plein de petits trucs comme ça. Et je me dis, quand je vois ça, je me dis, ok, ils voulaient. Il y a un problème dans le dosage de cette saison, quoi. Tu vois? Ils voulaient leur épisode d'horreur. Oui, et c'est ça, et c'est pareil, je crois qu'il y a un problème aussi avec l'épisode 3, ils voulaient cet épisode-là, je voudrais raconter ce truc-là, mais la saison ne le permet pas. Alors, on attaque tout de suite l'épisode 3, si tu veux bien. Vas-y. Ils sont sur une planète, Narandawan, un truc comme ça, quoi, qui est censée être déserte. Et l'équipage se retrouve tantôt dans un lycée, tantôt dans une morgue McLean ou dans un avion, quoi. Voilà. Wad, franchement, cet épisode, il est dispensable. Pour moi, il est raté. J'en ai rien à péter. Il est lourd, dingue. En fait, ça, c'est l'épisode de quand moi j'entends les gens dire The Orville c'est une parodie de Star Trek, et qu'en fait on me montre cet épisode, on m'aurait montré cet épisode-là, j'aurais fait c'est vrai, c'est-à-dire un truc scientifique inexpliqué, des blagues à la con un peu partout, et puis en plus à la fin on te fait prout quantique, je sais pas quoi, et tu fais mais ok, enfin franchement il était inintéressant, et donc une fois de plus on te dit, enfin surtout pour la fin, parce que la fin, c'est en fait c'est un lien avec la saison 2, où en fait c'est une planète, c'est les gars qui avec la saison 1. Avec la saison 1, donc c'est avec quand le second, le numéro 1, Kelly est allé sur la planète qui, à chaque rotation, devenait de plus en plus évoluée de 50 000 ans, un truc comme ça. De 700 ans, ouais, de 700 voilà. ans, et en fait, là, ils sont méga éloignés, quoi. DS. C'est ça, et c'est un lien avec ça, et tu fais, mais est-ce qu'il y avait besoin de terminer ce récit dans un truc où vous mettez moins d'épisodes?
vous mettez des épisodes extrêmement longs. Enfin, franchement, pas bon, quoi. Et puis, tu sais, il y a le fameux dicton, quoi, show don't tell, Ouais. où il raconte la fin, elle est rushée, quoi. La Oui, fin, elle arrive comme ça sur un plateau. Oui, bah en fait, on a fait des expériences sur vous parce qu'on s'ennuie. On n'a plus l'expérience de la mort et on voulait revivre l'expérience de la mort à travers un peuple qui la côtoie tous les jours, quoi. ouais, avec et on finit avec une petite, Un avec avatar voilà de tronc. ouais, et la petite, et la, c'est vrai, putain, je savais même pas fait le lien de l'avatar de Tron. Et en plus, avec ouais, la petite morale philosophique, tu fais, mais on s'en fout, en fait. Enfin, l'histoire ne mérite pas ça. Et moi, pareil, y a quelqu'un qui me sort ça, je fais, mais ça va, ouais, on t'a rien demandé, enfin, aller emmerder quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, franchement, très, très maladroit. Début de saison, très maladroit. Et, après, on passe sur, l'épisode 4, et là, tu sens à nouveau, on veut amorcer un très très grand récit et c'est trop long avec les élections sur Krill mettent en danger le traité de paix entre la Fédération et les Krill contre les Kaylon. Il y a la fille de Kadeya et de Mercer qui est une métisse. Et ça, pareil, là c'est intéressant. C'est la longueur de l'épisode qui fait qu'au bout d'un moment, je souffle du nez, quoi. Ouais, tu suis plus. Alors qu'en 2 épisodes, j'aurais voulu aller voir la suite. Parce que c'est pas construit de la même manière, 2 épisodes, qu'un grand épisode. Et puis, tu sais, il y a des scènes. Dans cet épisode-là, il y a une scène où on t'explique ce qui se passe avec les gens qui ont pratiqué l'avortement. Ce qui explique pourquoi Kayla a pas avorté de sa métisse, quoi. Mais elle est amenée tellement maladroitement, c'est tellement amené comme ça, poser une scène après les autres comme ça, que tu comprends pas le lien tout de suite. Oui, et pareil, pourquoi l'importance de ce qu'il en fait. Par exemple, je trouve que là, bon, le budget, tu le vois, la cité des Krill est extrêmement impressionnante, et je trouve ça cool. Et en même temps, tu as tout l'aspect psychologique de Ed Mercer est complètement balayé. Ouais. Et je veux dire, il y a un moment, le mec, il découvre qu'il a une fille, tu sais pas ce qu'il ressent. À part les random, je la connais pas, je l'aime déjà. Tu vois, et je trouve ça très particulier, alors que l'histoire est quand même bien construite. En vrai, moi, j'y vois un petit clin d'œil à l'histoire de ce qui s'est passé avec Trump. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde est sûr que c'est Hillary Clinton qui gagne, et bien en fait, à un cheveu, c'est le populiste qui gagne. Et en plus, à un moment, pourquoi Trump spécifiquement, hormis les dates, c'est surtout que ça joue beaucoup avec il parle des fake news. Oui. Tu vois, il parle et en fait, il balance n'importe quoi au fur et à mesure pour essayer de choper jusqu'au dernier moment le truc qui va marcher, qui va faire que tu vas avoir le vote. Et je me demande, enfin, je trouve qu'il y a, et ça, pour le coup, je trouvais ça bien amené, tu vois. Je fais, ok, c'est de l'utilisation SF Star Trek. On prend un truc d'aujourd'hui, on le transmet, on le transforme. Bah même moi, je trouve que c'est pas si bien amené que ça parce que c'est balancé comme ça dans l'épisode. Exact. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est totalement balancé. Mais ça, ils l'auraient fait en 2 épisodes, ils auraient pu développer tout le sujet pour le premier, et puis on parle du deuxième. Même 3 épisodes, faites 3 épisodes. Le premier, la montée au pouvoir, on développe vraiment ce sujet-là. Le deuxième, elle prend le pouvoir, c'est le bordel machin. Le troisième, l'échappatoire, on s'échappe. Tu vois ? Pourquoi qu'il fasse ça ? Mais c'est pour ça que moi j'avais vraiment l'impression que ils savaient pas s'ils allaient pouvoir faire la suite et qu'il fallait tout clôturer pour donner une fin satisfaisante. Parce que du coup, moi, c'est ça que je ressens quand je vois cette saison. C'est, on n'a pas le temps. Fais ton truc. Avance, on va tout condenser et on se débarrasse du superflu. On se débarrasse, on m'a dit très justement, on est à l'épisode 4, il n'y a plus aucun moment de la vie quotidienne qui était la force de The Orville. Oui, il n'y a même plus les petites blagues qui ponctuent le seul rappel à ça, c'est la fourchette, et c'est dans l'épisode 1, parce que on te rappelle un truc qui s'est passé dans la saison 1, et c'est pour parler d'Isaac qui est mort, quoi. En plus, il y a un caméo intéressant dans cet épisode, il y a Bruce Box, alors je n'arriverai pas à dire son nom sans l'écorcher, Box le
Steiner, qui est le fameux capitaine de Babylon 5, qui joue là le président je me disais bien des que je l'avais Nations vu. Unies. Voilà. On ne reconnaît pas du tout son maquillage, donc c'est un peu con pour un guest star. Ok. Quoi. Donc un gros clin d'œil à Babylon 5. Et en plus, c'est un épisode qui se voulait très politique justement, donc double clin d'œil à la série Babylon 5, que je trouve où on passe complètement à côté, quoi. Ouais. Et même, tu vois, tu dis la planète des Krill, on voit la capitale qui est une big cité, mais on voit un peu les faubourgs, mais ça s'arrête là, quoi. On voit des Krill qui se ressemblent tous. Alors doucement, not all criminal the same. Mais non, mais il n'y a pas de. On voit deux, trois Krill qui sont de la catégorie moyenne, du peuple moyen, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Et il y a des lap dancers, quoi. Tu fais OK. Voilà. Et c'est une fois de plus, ce sont des thématiques en fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est ce que j'expliquais dans l'épisode d'avant, dans notre épisode d'avant, saison 2, partie 2. Allez le voir sur YouTube et toutes les plateformes d'enregistrement. C'est que la force de D'Urville, c'est que tu sens ils savent comment distiller une histoire. Ils savent comment la construire, ils savent quelles phrases développer, faire des vraies petites perles de narration. Et c'est pour ça que moi, ce truc-là, j'ai l'impression que des mecs leur ont fait, Hulu leur a fait, vous avez plus d'argent, mais c'est la dernière saison, vous nous clôturez le tout, quoi. Et les mecs, ils se sont retrouvés avec un format qu'ils maîtrisent pas, à savoir un format très long, au lieu des formats moyens des saisons d'avant, qu'ils commençaient à gérer, et des desiderata, des envies de narration qu'ils avaient déjà mis en place, qu'ils n'ont jamais achevé, quoi. Enfin, qu'ils ont achevé comme ils pouvaient, et du coup, t'as plein de trucs qui vont pas. À la truelle, quoi. Mais ouais, et pareil, moi je suis désolé, mais Ed Mercer Seth MacFarlane, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Est-ce qu'il dit, le mec, il est bouleversé, il a découvert qu'il avait une fille? Bah les couilles. D'un amour sincère que lui avait en plus. D'un amour sincère, exactement, d'un amour sincère qu'il s'obstine à considérer comme vrai, alors que, et ça que tu peux dire oui ou non, que c'est vrai ou pas, mais que tu peux questionner, mais enfin voilà, c'est une histoire très très forte émotionnellement, mais non, les seuls trucs d'histoire émotionnelle qu'on a, c'est celle du médecin, quoi. Ouais. Oui. Mais ok, d'accord, mais et t'as l'impression que même lui, même je trouve aussi que Seth MacFarlane, il s'est mis de côté, il est en retrait. Oui, sur toute la saison, ouais, effectivement. Il fait un peu comme Strange World saison 2, tu vois, il est oh là là, hop. J'ai un peu envie de moins bosser, donc. Ouais, ou peut-être qu'il a pas eu le temps, peut-être qu'il avait trop de boulot, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, ça crée une lourdeur qu'il n'y avait pas avant, malgré et à nouveau, hein, t'es sur cet épisode-là, c'est quand même un truc fondamental de tout le lore de D'Urville. Et juste avant, t'as une histoire à la con, t'en as rien à péter avec des gars qui avaient envie d'expérimenter la mortalité parce qu'on avait oublié ce que ça faisait. Bande de connards, je suis désolé, hein, mais là... Et t'as la saison 2. L'épisode 2, c'est le truc de l'horreur, mais trop long et méga bourrin. Enfin, tu vois. Et épisode 1, la mort de la suicide d'Isaac. Tu fais, mais mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est encore pire après. Enfin, après, t'as l'épisode 5, qui est le grand épisode de Topa, qui est un très très bon épisode. Ouais. Mais qui, une fois de plus, c'est tellement long. C'est 1h30. Ah ouais, et de surjeu. L'actrice qui joue Kelly, elle surjoue. C'est ça, quoi. Et en fait, c'est tellement long. Il y a tellement de trucs. C'est tellement dense parce qu'il y a tellement de choses. En fait, il fallait terminer cet arc-là. Et ça impliquait tellement de choses qu'ils avaient mis en place qu'on a un épisode très très long. Donc je suis content qu'ils aient pris le temps de dire ok, on va prendre 1h20, mais une fois de plus, c'est trop long. Et au bout d'un moment, je suis là, je regarde ma montre, pas parce que c'est mal écrit, mais parce que je me dis, mais quand est-ce que ça se finit, quoi? Il y a un moment, tu vois le temps passer. Ouais. Il y a un moment donné, je me suis dit, waouh, où est-ce qu'on en est? Et je regarde, et je suis à la moitié de l'épisode, quoi. Je fais putain, et j'avais pas envie de voir la suite, hein. Pas parce que c'est mal écrit, mais c'est lourd, quoi. C'est lourd, voilà, ouais. Topa veut rentrer dans le programme des cadets de la fédération,
de l'équivalent de ce qu'est les cadets de la fédération, pardon. Kelly décide de l'aider, mais elle s'aperçoit que Toppa a un trouble, qu'il est pas bien dans son corps, quoi. Voilà. Et en fait, c'est maladroit d'un point de vue narratif, mais du coup, Toppa qui pense à se suicider. Oui. Alors, que ce soit légitime au niveau de la narration, au niveau de l'inspiration ou pas, c'est pas ça la question. La question, c'est que t'as déjà eu un épisode là-dessus. Et du coup, tu te fais, et c'était il y a 4 épisodes. Il y a 4 épisodes, t'as eu un épisode sur le suicide. Et 4 épisodes après, t'as un gamin qui fait, ah, je vais pas bien. Ah, du coup, le suicide, tu fais, mollo avec ça, ça fait un peu genre carte. Oui. Ah, il va pas bien, et c'est la carte ultime, en fait. Il va pas bien, faut arrêter de le faire chier. Boum, suicide. C'est ça que ça transparaît dans l'épisode, puisque il y a déjà eu l'épisode d'Isaac. Il y aurait pas eu cette histoire avec Isaac, ce truc-là, ça poserait pas de problème, parce qu'à ce moment-là, tu fais, ok, ça peut aller aussi loin le mal-être. En revanche, et là, tu sens qu'en fait l'épisode, il est très bon. Cet épisode, pour moi, c'est... T'as déjà joué à la série Arkham, les Batman Arkham ? Oui. C'est Arkham Origins. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas le même studio, mais comme il se base sur City et Asylum, qui sont d'excellents jeux, le jeu ne peut pas être mauvais. Il est moins bon, il est pas meilleur, mais il peut pas être mauvais parce que les bases de gameplay sont vraiment bonnes. Là, c'est pareil. Cet épisode repose sur des bases de scénario et de toutes des pistes qu'ils avaient déjà développées dans les 2 premières saisons, qui étaient excellentes, qui fait que l'épisode d'un point de vue d'écriture, ne peut pas être mauvais, même s'il est long. Et je donne un exemple que j'aime beaucoup, que je trouve, que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, c'est qu'une fois de plus, la question n'est pas la transidentité. La question n'est pas la légitimité ou l'existence de la transidentité. La question, c'est comment tu gères un enfant qui se sent extrêmement mal dans sa peau et dont la réponse ne conviendra pas aux parents. Oui. Dont les parents sont responsables aussi. Dont les parents sont responsables. Et ça, là, moi, je le mets dans la catégorie SF. Tu sais, c'est comme au même niveau que, en fait, c'était une fille, on l'a transformée, et puis on va la mâle, et donc elle va se sentir fille, c'est de la SF. Mais le fait que qu'en fait, ce déchirement de est-ce qu'on doit lui dire la vérité ou pas? Est-ce qu'on doit accepter ou pas? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'ai trouvé très très beau, c'était Claydon. Claydon, oui. Qui est infâme, qui est un personnage infâme, mais qui explique, qui tu vois, ils en ont pas fait juste un connard, tu vois, ils en ont fait un gars qui a souffert d'avoir découvert la vérité et qui refuse d'infliger cette souffrance à son enfant. Qui est complètement fermé à la moindre idée de remise en question des traditions. Et comme les autres Moclane, d'ailleurs. Comme les autres Moclane, et qui dit, lui dit, tu sais, il dit cette phrase, je préfère qu'il soit malheureux plutôt que, le malheur est préférable au désespoir. Ouais. C'est fort sur ce que ça dit de Claydon. C'est extrêmement fort. On te dit que Claydon est désespéré. Et ça permet de mettre de l'eau dans le vin. Donc cet épisode, d'un point de vue, il y a plein de trucs qui sont des petites perles par-ci par-là que je trouve vraiment intéressantes, vraiment chouettes. C'est juste que c'est un format long et du coup, j'étais comme ça. Et j'attendais. Donc pour ceux qui sont juste en version audio, bras croisés, j'attendais la suite. Ouais, on était fermés, quoi. Et aussi parce que quand tu sors de la saison 2, on te propose un nouveau format et t'es pas prêt. Quand tu regardes la saison 2, t'as la saison 1 qui te prépare, qui t'habitue, et changer de format comme ça pour la saison 3, t'es pas prêt à l'encaisser. Et surtout, tu peux pas venir avec des trucs aussi lourds. Même la violence de la fin de l'épisode avec Isaac qui met une raclée à Claydon pour faire l'opération, quoi. C'est ça, ce que ça sous-entend au niveau du lore, parce que moi j'ai adoré toute cette partie-là. Pour le coup, je trouvais ça très très bon, le fait que Ed Mercer soit vraiment en retrait. Mais parce qu'à chaque fois, là, tu voyais que c'était le capitaine Picard, tu vois. Pour moi, il était Picard, là. C'est-à-dire, il parle peu, tout ce qu'il dit est d'une pertinence parfaite.
Tu vois, il dit, vous savez que ça n'impliquera pas que ça. Ça veut dire que les McLean, on a un problème juridique au niveau des McLean et compagnie et compagnie. Et il y a plein de choses comme ça. Et même l'histoire de Topal, cette histoire est touchante. Le personnage est touchant quand elle a son opération, qu'à la fin elle se sent bien. Enfin voilà, il y a plein de bonnes choses. Et en même temps, ouais, c'est pour ça qu'on termine avec cet épisode-là. Mais pour moi, c'est le problème de cette saison, c'est que c'est pas bien équilibré, c'est pas bien dosé. Sachant en plus qu'il y a une promesse qui est faite dans cette nouvelle saison avec le sous-titre New Horizon. Oui, c'est ça. Tu te dis vas-y, mais en fait, est-ce qu'on va retrouver le sens du merveilleux? Et en fait, pas du tout. Moi, je trouve que le sens du merveilleux, tu l'as dans deux choses, mais il y en a une où on s'en fout un peu, c'est l'épisode 5, c'est-à-dire tout tourne autour de on a trouvé une cité archéologique, ouais. On fait de l'archéologie de l'espace. Bon, ok, c'est Star Trek TOS à l'ancienne, tu vois. Et je vais dire, le sens du merveilleux, c'est quand t'arrives dans la cité des McLean, des Krill, et que tu fais putain, c'est impressionnant, tu vois. Mais c'est tout. Et l'épisode d'après, et à nouveau, l'épisode d'après, pour Pré-Shot, c'est l'épisode 6, avec Malloy. Avec Malloy, pareil, hein, tu te tires une balle à la fin. Même si j'ai trouvé l'épisode très bon, tu te tires une balle, quoi. Donc voilà. Pour terminer, moi, ce truc-là, je me suis fait, cette saison, elle est ratée. Enfin, elle est pas ratée, mais elle est Ce début de saison est raté, déjà. Ouais, et elle est gâchée. Par plein de choses, voilà. Peut-être aussi un souci on veut trop faire. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont trop voulu en faire, quoi. C'est ça, et en même temps, à trop vouloir mettre, ils condensent, et en condensant, ils peuvent pas développer. Rien que le fait que t'aies plus des questions de la vie de tous les jours. Et tu sens qu'ils sont coincés, tu sens que c'est ouf, parce que rien que le format des épisodes, tu sens que c'est la dernière saison, il y en aura plus après. Tellement, on fait tout ce qu'on peut pour mettre, on va développer tout ce qu'on a à développer sur ce sujet. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, à nouveau, il y a des épisodes, c'est 3 épisodes entiers, tu vois. Et ça me dérange pas qu'on ait 3 gros épisodes. Mais tu sens qu'ils ont plus l'espace pour exister. Est-ce que c'est aussi le moment où le paysage télévisuel a tellement évolué qu'on peut plus faire des séries comme au moment de la première saison de The Orville? C'est peut-être ça aussi. Oui, est-ce qu'on est mal habitué à consommer différemment de la série? Et puis des questions, je vous invite de production, je vous invite à regarder l'excellente chaîne de Binge Doctor qui parle récemment, il a fait une de ses dernières vidéos sur le mal des séries. Oui. Attendez. Et qui explique les séries c'était mieux avant. Voilà, une enquête passionnante. Pourquoi? Parce qu'il explique comment les désiderata de production impactent l'artistique et impactent donc la qualité des séries. Et que l'un des trucs à la con, c'était, pour vous donner une idée, c'est que 2 choses principales. Allez voir sa vidéo, elle est incroyable. La première, c'est le système des séries d'avant, c'était tu le fais une fois, tu le vends à plusieurs fois. Et c'est comme ça que tu fais du blé. Donc tu vas le vendre, tu le fais une fois, tu vas le vendre à telle et telle chaîne, tu vas le vendre, t'as les séries, ça devient des DVD, ça devient des produits dérivés, etc. Sauf que maintenant, comme tu fais des séries financées par des plateformes, pour des plateformes, tu le fais une fois pour le vendre une fois. Donc ça change déjà la perspective. T'as pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel qui va se vendre partout, puisque tu dois le vendre une fois. Donc si t'as répondu aux besoins, hop, ça va. Tu as rempli le cahier des charges qui est ce que ça rentre dans notre programme. Ça rentre dans notre programme, c'est bon. La deuxième chose, c'est que l'autre chose attends, qu'est-ce qu'il y avait dit donc, c'est tu dois le vendre une fois. L'autre chose, c'est que la considération de la série, c'est que c'est l'autre écran. Oui, il faut que ce soit un écran passif. Un écran passif. Quelque chose en tâche de fond, quoi. Exactement, ça implique que le scénario doit pas être assez développé pour que tu t'accroches et que tu regardes. Parce que le premier écran, c'est le GSM. C'est le portable. Et donc, ça impose aux scénaristes d'écrire moins bien. Il donne des exemples, il dit, regardez cette série qui est cool sans plus, elle a été écrite par ce mec qui a fait tel et tel masterpiece.
comment ce mec-là, il est quoi, en 10 ans, il sait plus écrire? Non, c'est qu'on lui demande. Et enfin, il y a plein de choses comme ça. Et je me demande si D'Urville elle est pas tombée là-dedans aussi, dans des conditions d'écriture différentes, des productions. On te fait moins d'épisodes, on te file plus de blé. Du coup, nous, on va faire des épisodes plus longs. Un autre exemple aussi, les séries, c'est que il fallait on en avait déjà parlé une fois dans une émission, il fallait 2 ans pour qu'une série elle prenne. Oui. Elle trouve son public. C'est maintenant, Willow, ça marche pas, en une saison, bam, annulé, ça a jamais existé. La série était à chier, hein. Mais tu vois, c'est comment tu veux que ça existe. Et en plus, les séries, je crois, sur Netflix, ça dépasse pas un certain nombre de saisons parce qu'après, ils doivent payer les droits d'auteur ou un truc comme ça et ils veulent pas payer. Ils doivent payer plus les scénaristes. Voilà, et ils veulent pas. Et enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, je me demande aussi si D'Urville a pas subi ça, qui a fait qu'ils ont dit, OK, c'est le dernier shot et on va, avec le Covid et tout, et au moins, on va essayer de terminer comme on peut. Mais du coup, ça donne une ambiance très bizarre, quoi. Donc, voilà. Bon, et ben, on va finir sur ces mots-là. Voilà. Si vous aussi, vous avez pensé, pour avoir vu D'Urville, que la saison 3, le début était un peu catastrophique, voire un peu décevant, n'hésitez pas à nous faire signe dans les commentaires et dans tout ce qui vous permet de nous faire signe, de toute façon. Voilà. N'oubliez pas de noter aussi l'épisode. Avec des petites étoiles, des petits pouces en l'air, ça dépend de la plateforme. Et puis nous, on se retrouve pour parler de la dernière partie de D'Urville très bientôt. Tout à fait. Dans 15 jours, à peu près. Dans 15 jours, à peu près, ouais. Et voilà. Et on vous dit une bonne soirée, bon week-end, peu importe quand vous regardez la vidéo. Ouais. Et voilà, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de soutenir, comme a dit Cyril. Et nous vous disons au revoir. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.